Noir est son drapeau, Bebop, Nausicaa sont avec toi. Albator, Albator, avec ton équipage. Albator, Albator. Bonsoir à tous les internautes, je suis en présence du directeur de publication, Monsieur Jérôme Bourbon. Albator, Albator. Donc bonsoir à vous, Monsieur Bourbon. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Et donc je vous lance sur la question la plus importante du moment, si j'ose dire, c'est le fait que l'Assemblée nationale a adopté la loi sur l'antisionisme criminalisé comme l'antisémitisme ce 4 décembre dernier. Donc qu'est-ce que vous pouvez en dire? Albator, Albator. Alors ce n'est pas proprement parler une loi, c'est une résolution qui assimile l'antisionisme à l'antisémitisme. Alors le mot antisionisme n'est pas explicitement mentionné, mais il est clair que c'est de cela qu'il s'agit. Cela reprend la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, et c'est là qu'on voit finalement que la religion de la Shoah est toujours utilisée pour sanctuariser, canoniser l'État d'Israël et en quelque manière faire en sorte qu'il ait une impunité, une immunité totale. Il faut bien le comprendre, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'État hébreu utilise de manière abusive et de manière permanente cette contre-religion, ce culte holocaustique, pour précisément se prémunir de toute sanction économique, diplomatique ou militaire face à la répression scandaleuse et permanente qu'elle exerce à l'égard des Palestiniens. Le fait est que, qu'est-ce que vous voulez, lorsque les dirigeants politiques de tous les pays, dès qu'ils posent le pied dans l'entité sioniste, la première chose qu'ils font, c'est d'aller à Yad Vashem, la kippa vissée sur la tête, en rallumant la flamme. Comment voulez-vous après, alors qu'ils sont déjà dans un geste de repentance et de reptation, comment voulez-vous qu'après, ils puissent s'élever et élever la voix pour dénoncer les crimes de l'entité sioniste? C'est évidemment impossible, ils sont déjà en position d'infériorité. Et donc on voit très bien que c'est utilisé, et ça va l'être encore, puisque le 27 janvier prochain, au moment du 75e anniversaire de la libération par l'armée rouge du camp d'Auschwitz, pour reprendre leurs éléments de langage, eh bien, tous les chefs d'État et de gouvernement du monde, quasiment, y compris Trump, y compris Poutine, tous vont se retrouver à Yad Vashem, qui sera vraiment le centre du monde à ce moment-là. Et donc on voit très bien que le culte holocaustique a évidemment une dimension mondiale, universelle, et que cela sert évidemment au premier chef, l'État d'Israël. Et la communauté juive en général, la coterie juive, le lobby juif. Bon, alors évidemment cette résolution est proprement scandaleuse. Alors on dit qu'elle n'aura pas a priori des faits contraignants, mais tout cela ce sont des arguties juridiques, parce qu'en réalité, moi-même par exemple, c'est d'ailleurs le petit cadeau de Noël que j'ai eu sous le sapin ces derniers jours, j'ai eu 6 nouvelles comparutions devant le tribunal correctionnel de Paris, la 17e chambre, celle de la presse, et précisément il me reprochait justement un certain nombre d'écrits, une vidéo également qu'on a faite ensemble, et également des tweets, dans lesquels notamment j'évoquais le fait que ce qu'on appelle la lutte contre l'antisémitisme, c'est en fait un moyen pour l'État d'Israël et pour le lobby juif de pouvoir avancer leur domination de manière implacable et de faire absolument ce qu'ils veulent. Bon, donc c'est un moyen pervers et diabolique de limiter, de restreindre chaque jour davantage la liberté de recherche et d'expression, mais également de donner à l'État d'Israël une immunité totale. Donc je poursuis pour ça. D'ailleurs, les écrits, propos qui sont poursuivis sont souvent poursuivis avec plusieurs chefs d'infraction, le même tweet ou le même écrit, donc vraiment il y a une forme d'acharnement, et même d'ailleurs on me reproche à la fois des contestations de crimes contre l'humanité et d'apologie contre l'humanité. Alors soit je fais la contestation, soit je fais l'apologie, soit je ne fais ni l'un ni l'autre, mais je ne peux pas faire les deux, je veux dire ça n'a pas de sens, quoi. Donc on est même dans l'absurde, c'est vraiment uburoam, enfin c'est de cela qu'il s'agit. J'ai déjà évoqué le fait que même des traits d'humour sont aujourd'hui poursuivis et condamnés. Par exemple, j'avais dit, évoquant la victoire de l'équipe Black le 15 juillet 2018 à Moscou de la Coupe du Monde de football, j'avais dit, d'aucuns me reprochent de ne pas me réjouir de la victoire de l'équipe Black. On me dit qu'il me manque une case, c'est peut-être vrai après tout, il me manque la case de l'oncle Tom. Bon, et bien ça, c'est quand même poursuivi alors que c'est un trait d'humour. De la même manière, j'avais dit, dans une autre saillie drôlatique, il faut être percutant sur Twitter, et donc j'avais dit, et si on parlait en bien d'un défunt chancelier, ça me manque, pas vous? Ah bon?
Voilà. Et donc ça, là, c'est l'apologie de l'humanité. Donc on se demande quel c'est crime, de quel crime il a fait l'apologie. Enfin, c'est hallucinant, je veux dire. Parce que, excusez-moi de vous couper, mais Pierre Desproges serait mort 200 fois, parce que quand il commence son sketch corrosif sur les Juifs en disant... Je me méfie des rumeurs, vous savez, quand on me dit que si les Juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. Celle-ci est assez violente. Et c'est pas la seule dans ce sketch, il prend dans 10 minutes. Seule, Et rappelez-vous aussi dans la minute de Monsieur Cyclopède, le 21 février 1984, qui était, je crois, diffusé sur FR3 à l'époque, eh bien, le sketch s'appelle Évitons de sombrer dans l'antinazisme primaire. C'est vrai, oui. Et donc, si j'étais un petit peu coquin, je pourrais dire à nos auditeurs, à nos internautes, comme nous y enjoint le regretté Pierre Desproges, évitons de sombrer dans l'antinazisme primaire. Bon, enfin, vous voyez dans quelle folie on arrive. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, Coluche est mort en 1986, Desproges en 1988, les Inconnus ont arrêté leur sketch au milieu des années 90, mais il n'est pas douteux que s'ils n'étaient pas morts pour les uns, s'ils avaient poursuivi les sketchs pour les autres, ils seraient probablement dans le tribunal correctionnel aujourd'hui. D'ailleurs, maître Alain Jakubowicz, président d'honneur de la LICRA, oui, il est forcément président d'honneur, tous ces gens-là, ils sont pleins d'honneur, quoi. Je veux dire, ils ont toutes les décorations, c'est comme Lanzmann, il avait toutes les décorations, à 100 ans, ils attendent encore des décorations, celles qui n'ont pas eu, eh bien, en l'occurrence, j'avais dit qu'effectivement, des sketchs des proches aujourd'hui seraient poursuivis dans les tribunaux. Il avait reconnu honnêtement. Il avait quand même reconnu, ce qui est évident, je veux dire, parce que c'était quand même extrêmement corrosif, extrêmement sulfureux. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance! Et c'est là qu'on voit le recul, l'involution, la glaciation qu'on a eu en 30 ans. Depuis, oui. C'est quand même mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une suite logique tout de même? C'est-à-dire que là, récemment, il y a eu les lois Avia, censure du numérique, des réseaux sociaux. Et même on peut remonter jusque la loi Fabius-Guessot. Finalement, ça... Alors, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, moi, ça me frappe, le parallèle est tout à fait saisissant. C'est qu'effectivement, il y a 30 ans, il y avait d'ailleurs déjà à l'époque une profanation d'un cimetière juif, très, très suspecte, le cimetière de Carpentras, dans la nuit du 8 au 9 mai 1990. Et 2 mois après, en effet, il y a eu le vote de la loi Guessot, et les députés de droite, l'opposition d'alors, étaient tellement tétanisés qu'ils n'ont pas osé, alors qu'ils étaient en nombre suffisant, demander de saisir le Conseil constitutionnel pour faire déclarer l'inconstitutionnalité de la loi Guessot. Bon, cette loi a été votée, ce qui était proprement scandaleux, parce que la recherche historique doit être libre. Or, aujourd'hui, et non seulement les juridictions françaises, mais les juridictions internationales l'ont décidé ainsi, sous la pression de la coterie juive, il faut dire les choses telles qu'elles sont, eh bien, puisque je rappelle que cette loi, la première, elle a été votée en Israël en 1986, et elle s'est perpétuée, elle s'est métastasée comme un cancer, si j'ose dire, dans la plupart des pays d'Occident, eh bien, comme un sida, tuant la défense immunitaire, et effectivement, ce qui est frappant, c'est que donc la recherche historique est interdite à un point tel que, par exemple, lorsque le professeur Frisson ou d'autres révisionnistes étaient poursuivis dans le tribunal correctionnel, quand ils commençaient à exposer leur position, à développer leur argumentation, à évoquer leurs recherches, leurs travaux, leurs conclusions, eh bien, on leur dit attention, c'est de l'antisémitisme. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Ouais. Alors que c'est un sujet d'histoire, on pourrait dire. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est quand même hallucinant. Donc, on a dit c'est de l'antisémitisme. Et de la même manière, toute manifestation de compassion à l'égard des Palestiniens, toute critique un peu vigoureuse ou musclée et pourtant justifiée de la politique de l'État d'Israël, eh bien, après, comme de l'antisémitisme aujourd'hui, il suffit de lire les sites communautaires, que ce soit Balance ton antisémite, mais même d'autres sites, tous quasiment, vont aujourd'hui jusqu'à dire, ce qui n'osait quand même pas faire il y a 30 ans, mais vont jusqu'à dire aujourd'hui que tout soutien, même minimaliste, même modéré à la cause palestinienne, c'est déjà de l'antisémitisme, c'est déjà quasiment un crime, quoi. C'est hallucinant. Je veux dire, on est vraiment dans la version la plus complète, quoi. Alors que on a détruit leurs maisons, détruit leur cadastre. Enfin, je veux dire, faut voir comment ils sont traités au checkpoint, la façon dont ils sont fouillés au corps, dont ils sont humiliés. Encore une connaissance qui est allée récemment en Israël m'a dit, moi, avant le voyage, j'étais pas du tout pro-palestinien, mais quand je suis revenu, j'étais effrayé de voir la vulgarité des Israéliens, de ces jeunes
jeunes soldats de Tsahal, etc., qui méprisent et violentent les Palestiniens, qui les traitent de manière absolument abominable, comme les gilets jaunes en France finalement. C'est pas un hasard, bon, tout ça. Où on est traité de plus en plus comme les Palestiniens le sont chez eux, pas encore autant, pas encore avec autant de brutalité, mais ça viendra. C'est la même logique, c'est la même logique. Et alors, est-ce que vous pensez pas que c'est un peu problématique parce qu'il y a quand même beaucoup de gens de gauche qui sont palestinistes entre guillemets, et même de plus en plus de Maghrébins chez nous. Donc, il faut bien comprendre. Vous avez raison. C'est très important quand même de développer cette question-là. Mais je termine quand même sur le parallèle avec le Wagesso, parce que donc vous aviez une profanation du cimetière juif à Carpentras. On avait réuni plus d'1 million de gens dans la rue, avec Mitterrand en tête, alors président de la République. Le Pen avait été empalé en effigie. Carpentras c'est moi. Enfin, ça avait été vraiment une machination et absolument scandaleuse. Et moi, j'ai senti que c'est vraiment à partir de cette époque que vraiment le climat a changé. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que Jean-Christophe Cambadélis, qui était alors un des dirigeants du Parti socialiste, avait développé ce qu'il avait appelé la thèse du harcèlement démocratique, ce qui avait fait dire à Le Pen que le harcèlement démocratique était la démocratie, ce que le harcèlement sexuel était l'amour. Mais effectivement, c'est là où il y a eu toute une série d'interdictions, de salles, de réunions, de manifestations, parce que un certain nombre de gens téléphonaient dès que le Front National ou d'autres mouvements de droite nationale ou radicale voulaient se réunir dans un restaurant, une auberge, une salle quelconque, etc. Il y a eu toute une série d'interdictions à ce moment-là. J'ai vraiment senti à ce moment-là, c'était quand même très net, une perte de liberté concernant une hystérie tout à fait artificielle, mais forte. Bon. Et donc, on avait même rajouté dans cette affaire, parce qu'un certain nombre de tombes avaient été profanées. Quand on a découvert cette profanation, comme par hasard, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Jox, était sur place. Tout ça était extrêmement suspect. Et Laurent Fabius, qui est alors président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui il est président du Conseil constitutionnel. Ces gens-là sont toujours présidents de quelque chose. Je veux dire, bon, ils se cooptent les uns les autres, etc. Ils sont toujours au sommet, malgré le crime du sang contaminé. Il est forcément innocent. Ils sont de toute façon innocents. Ils sont même l'innocence même, si j'ose dire. Voilà. Et donc, en quelque sorte, depuis Dreyfus. Bon. Et donc, et même depuis le Christ, puisqu'ils sont innocents, on le sait maintenant. Maintenant, il y a une révision de l'histoire. On dit que c'est les Romains, etc. Là, c'est une révision qui est autorisée, sanctuarisée, cacherisée. Bon. Alors, ce que je veux dire fondamentalement, s'agissant donc de ce cimetière juif à Carpentras, on a même fait croire à un moment donné, de manière mensongère, que malheureux Félix Germont avait été empalé. Or, il n'avait pas été empalé, c'était Fabius, président de l'Assemblée nationale, qui avait dit qu'il avait été empalé pour en rajouter dans le pathos, si j'ose dire. Et ce qui avait fait dire à Jean-Marie Le Pen, à l'époque était vraiment à son sommet de l'art oratoire, des calembours et des formules, et qui avait dit, je cite, je le redis, c'est pour Noël, c'est gratuit, c'est cadeau. Prenez-la, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, donc change pas un mot. Il avait dit, lorsque Monsieur Fabius parle d'anus, cela sonne dans sa bouche comme une rime. Une merveille. Une merveille. Attendez, pour les gourmands, je vous la refais. Lorsque Monsieur Fabius parle d'anus, cela sonne dans sa bouche comme une rime. On devrait apprendre par cœur aux enfants de l'école. Ah, c'est autre chose que le catéchisme loquestique quand même. C'est de la poésie française. Ça cogne. Donc en quelques mots, on peut être percutant. Bon, voilà. Bon, et bien donc, de même que dans cette affaire, effectivement, on est dans une hystérie collective. C'est ça qui était voulu évidemment. Eh bien, ça a permis le vote de cette loi, de sorte qu'il n'y a plus aucune liberté de recherche sur cette question, qui avait fait dire d'ailleurs au président iranien, l'ancien président iranien, qui lui aussi avait le sens de la formule, Mahmoud Ahmadinejad. Il avait dit, en Occident, on n'a pas le droit de s'approcher de la boîte noire de l'Holocauste pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas merveilleux, ça aussi. Et d'ailleurs, je trouvais qu'il avait réagi de manière très habile et très pertinente, et assez coquine, je dois dire, le fait que je suis Charlie en France, etc., puisqu'on nous disait liberté d'expression en France. Enfin, c'était bien avant les attentats de Charlie, mais enfin, c'était l'esprit Charlie français. Et donc, en décembre 2006, il avait organisé à Téhéran des caricatures sur l'Holocauste, en disant, vous voyez, en Occident, on nous dit que tout est libre et tout ça, mais on peut faire des blasphèmes contre Mahomet, contre la Sainte Vierge, contre le Christ, etc., contre les religions, sauf bien sûr la religion juive, et surtout la religion holocaustique, mais en revanche, on ne peut rien dire s'agissant de l'Holocauste. D'ailleurs, je rappelle, pour nos auditeurs qui l'ignoreraient ou qui l'auraient oublié, que seule la contestation ou la minoration du génocide juif est interdite par la loi, il faut le savoir. En revanche, on peut contester le génocide arménien, le génocide vendéen, et même la traite des esclaves, je veux dire. Il y a toute liberté d'expression, d'écriture, et de recherche là-dessus. Pas, en revanche, s'agissant donc de ce qu'il est convenu d'appeler le génocide juif. Voilà. Ce que Zemmour oublie de dénoncer d'ailleurs. Mais je vais peut-être pas vous lancer. Non, je vais dénoncer sur Zemmour, mais de toute façon, c'est évident que, pas plus à ma connaissance, qu'il ait dénoncé, sauf erreur de ma part, j'ai pas vu qu'il ait dénoncé cette résolution sur l'antisionisme assimilé à l'antisémitisme. D'ailleurs, je précise que là, il faut le savoir, parce que c'est quand même important de le faire connaître, que l'épouse, enfin, je crois que c'est la 5e épouse, il a été marié 4 fois à Ménard, ce qui fait qu'il va très bien dans le parti de Marine Le Pen, et donc, en fait, enfin, ou 5e femme officielle, je ne sais pas, du
maire de Béziers, Madame Emmanuelle Ménard, ça n'a rien à voir avec le film Emmanuel, a priori, enfin, Emmanuelle Ménard a voté la résolution, donc assimilant antisionisme et antisémitisme. Voilà. Et je dois dire que voir quand même s'ils ont été peu nombreux à voter, la plupart, de manière couarde, n'ont pas participé au vote, à commencer par les élus du Rassemblement National, Courage Fuyon. Bon, mais je veux dire, il y a quand même une majorité de votants, parmi les votants, même si c'était peu nombreux, il y a quand même une majorité relative qui a voté cette résolution, ce qui fait qu'elle a été votée. Bon, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. C'est proprement scandaleux. Mais si vous voulez, moi, ce qui me frappe, que le lobby juif essaye d'étendre son influence, sa domination de plus en plus, je dirais qu'à la limite, c'est logique. Mais moi, ce qui me choque le plus, si vous voulez, c'est la lâcheté des non-juifs. C'est la lâcheté des non-juifs, si vous voulez. Ils ne sont forts que de notre propre faiblesse, de nos propres comme le dirait Saint-Pédis. Tout à fait. Pas forcément par rapport aux juifs uniquement, mais de nos propres abdications, de nos propres faiblesses, de nos propres renoncements. Et tout simplement, c'est parce que les gens souvent ont peur, par carriérisme, pour conserver une situation sociale, professionnelle, pour ne pas non plus être diabolisé. Voilà, je veux dire, ce qui est tout à fait le contraire de l'esprit chrétien, quoi, qui doit être un esprit du risque, et même éventuellement parfois du témoignage qui peut aller dans certains cas jusqu'au martyr. Bon, mais là, on n'en est pas là quand même, je veux dire. Pourquoi finalement toutes les lois liberticides, ou les lois mortifères ou criminelles sont passées depuis des décennies dans notre pays, comme par exemple le mariage dit pour tous, le mariage homosexuel, le pseudo-mariage homosexuel? C'est tout simplement parce qu'on est incapable d'aller jusqu'au bout. J'ai souvent dit que beaucoup de gens qui étaient dans les manifs pour tous, dès que la loi est passée, ils l'ont respecté, ils l'ont appliqué dans les mairies. Les édits l'ont appliqué, y compris Jacques Bompard, qui est loin d'être le plus mauvais, je veux dire. Et néanmoins, je veux dire, il a manifesté, il était même assez actif dans les manifestations contre, et une fois à la mairie, il a fait marier par son adjoint, ce qui l'engage juridiquement et moralement, des lesbiennes, quoi, voilà. Mais après, sa femme, pareil, à Bolène. C'est aussi parce que les hétéros, comme on dit aujourd'hui, ne croient plus assez au mariage aussi. C'est pour ça qu'il peut être dénaturé. Certainement, vous avez tout à fait raison. Après, il y a les lois qui vont derrière. Non, mais ça, vous avez tout à fait raison. De la même manière que le Pax, qui a été fait par et pour les invertis, eh bien, il s'avère quand même que que maintenant 95% des paxés sont des hétérosexuels. Donc ils ne sont pas du tout gênés par cette forme de concubinage qui a été faite au départ par et pour les invertis finalement. En appliquant cette loi qui a été faite donc pareil pour les invertis, c'est vrai que tous les premiers Pax, ça ne concernait que des hommes ou des femmes entre elles, eh bien, en l'occurrence, ça ne gêne pas du tout. Ce qui prouve que finalement, c'est tout à fait entré dans les mœurs, quoi, etc. Voilà. Bon. Et je pense que depuis une vingtaine d'années, moi j'ai vu, depuis essentiellement le vote sur le Pax en 1999, j'ai vu une évolution très nette sur ces questions. Il y a vraiment eu un matraquage à travers les séries télévisées, à travers la législation. Je rappelle que c'est une majorité, un gouvernement dit de droite, sous Chirac, lors de son second mandat, en 2004, qui a été adopté et appliqué la loi créant un délit d'homophobie. En 2004, ce qui interdit là encore toute liberté d'expression sur l'homosexualité et sur les revendications les plus exorbitantes du lobby LGBT. Et je précise même, ce qui va encore plus loin, que le gouvernement, de manière très officielle, depuis 2016, a créé la DILCRA, qui s'intitule « Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT ». Et donc ça va très loin. C'est pas simplement la haine contre l'homosexualité ou contre les homosexuels, c'est la haine anti-LGBT. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'ils appellent la haine, en fait, c'est toute critique, toute contestation, même sereine, argumentée, pondérée, etc., des revendications les plus exorbitantes du lobby LGBT. Donc on voit très bien qu'on a véritablement affaire à un État ouvertement homosexualiste, comme en témoigne le fait par exemple que la Gay Pride chaque année soit subventionné, parrainé par la mairie de Paris, par le Conseil régional d'Île-de-France, par l'État français, que la présidence de la République, Macron régnante, a fait des communiqués officiels pour célébrer cette fête sans aucune réserve. E se gli sciogli spariscono, tutte le mappe piangono, pipipì, co, guru guru guru, pipipì, co, guru guru guru, que les murs de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon eh bien, ont été complètement décorés par le drapeau arc-en-ciel, le drapeau de la communauté LGBT. Donc on voit très bien qu'on a affaire véritablement aujourd'hui à un État, des institutions ouvertement homosexualistes et qui sont ouvertement, disons-le, contre la famille et la morale traditionnelle.
c'est évident. Et voilà, et donc ça va quand même très loin, il faut en avoir conscience. Conformément d'ailleurs aux exhortations, je dirais, des cénacles mondialistes, parce que ce n'est pas un phénomène purement français, on le voit un peu partout dans les pays occidentaux, en Europe et en Amérique du Nord, et dans la plupart des pays du monde, de plus en plus, aujourd'hui, à commencer par les pays les plus riches et les plus développés. Donc, il y a le parallèle. Donc il y avait eu la profanation du cimetière juif à l'époque. Là, il y a eu la profanation d'un cimetière en Alsace, à Westhofen, près de Strasbourg. Et en effet, comme par hasard, cette profanation s'est faite la veille, effectivement, du vote, enfin, de cette résolution. C'est ce qui est très suspect. Hein. C'est vraiment comme Carpentras. Mais à chaque fois, eh bien, on s'enfonce un peu plus dans ce qu'il faut bien appeler une forme de tyrannie. Puisqu'aussi bien, je l'ai souvent expliqué, lorsqu'on ne peut dire que du bien d'un groupe, d'un individu, d'une communauté, d'une coterie, d'un lobby, ou qu'on est obligé de se taire, c'est bien la preuve qu'on est en tyrannie. Le propre du tyran, c'est précisément d'interdire qu'on le critique. On peut en dire du bien, on peut se taire, mais on ne peut pas le critiquer ou le combattre en quoi que ce soit. Et c'est proprement ce qui se passe aujourd'hui par rapport à toute une série de sujets qui sont interdits. Donc tout ce qui concerne l'homosexualité. Mais aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on n'a quasiment plus de grands humoristes, de grands chansonniers et de grands pamphlétaires. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus critiquer, même sur un plan purement humoristique, ni les Arabes, ni les Noirs, ni les Asiatiques. Même les femmes, ça devient de plus en plus difficile. Évidemment les Juifs, surprotégés. Et donc, on ne peut plus s'exprimer de manière libre sur ces sujets, même au second degré. Et donc, c'est quelque chose qui est effrayant. Et ça, si vous voulez, ça a à peine une trentaine d'années. Et là, je pense qu'en grande partie, ça tient quand même au fait qu'il y a une lâcheté, une pusillanimité, une couardise générale, tout simplement parce qu'il y a un manque de conviction. Aussi le fait, effectivement, que vous avez raison, s'agissant notamment de toutes les avancées du lobby LGBT, parce qu'il y a aussi une immoralité quand même un peu générale, il faut le reconnaître. Il est évident que... Sur la question antisioniste, c'est aussi le palestinisme de gauche, je disais, et les maghrébins aussi qui peuvent peser un poids contre, disons. Alors, il faut distinguer, parce qu'il y a quand même une grande partie de la gauche qui est maintenant, notamment du Parti Socialiste, qui est quand même tout à fait sioniste. C'est vrai. Parti Socialiste, maintenant, il n'y a plus que des Juifs et des invertis. C'est plutôt le côté mélanchoniste. On peut cumuler les deux qualités, d'ailleurs. Bon, ça n'est pas incompatible, mais il est certain, effectivement, historiquement, chez les Verts, Parti communiste, chez les trotskistes, et effectivement, l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, c'est vrai que c'est plutôt en général pro-palestinien, mais cela dit, on sent quand même qu'ils sont quand même extrêmement gênés par la question de la Shoah. Et qu'en quelque manière, je les trouve quand même souvent beaucoup moins en pointe sur ces questions-là qu'il y a une époque, parce qu'eux aussi sont quand même un peu tétanisés malgré tout. Et ils osent beaucoup moins. J'ai souvent évoqué, je crois par exemple, un chanteur comme Renaud, qui est un peu, je dirais, symptomatique de cette tendance un peu gauchiste, si vous voulez, légèrement anarchiste, etc. Eh bien, rappelez-vous, dans sa chanson, je crois date de 1985, qui s'appelle Maggie, il dit bien que Palestiniens et Arméniens, je cite textuellement, Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin. C'est pas d'un cerveau féminin qu'est sorti la bombe atomique et pas une femme sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin comme un SS un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères. Pas une femme pour rivaliser, à part bien sûr Madame Thatcher. Encore, c'est un peu comme un SS, un torero. Bon, la fin est moins intéressante. Mais si vous voulez, le départ est quand même très intéressant. Effectivement, ça va quand même très loin. Palestiniens comme Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide, c'est masculin. Donc, ils parlent clairement de génocide à l'égard des Palestiniens, ce qui est une accusation directe contre l'État d'Israël. Bon, aujourd'hui, une chanson comme celle-là, qui passait comme une lettre à la poste dans les années 80, il a changé. Il était invité chez Drucker et tout ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est inimaginable, si vous voulez ça. Aujourd'hui, il n'aurait plus chanté cela, etc. Bon, il a chanté sur l'hypercacher depuis. Oui. Absolument. Ça c'est fini de toute façon. Ça, en plus, comme c'est souvent comme beaucoup d'artistes qui sont pas très courageux intellectuellement, ni aux convictions très solides. Par conséquent, voilà. Mais je veux dire, si vous voulez, rien que cette chanson qui date donc de bientôt un quart de siècle. 15, même plus que ça, depuis 35 ans, eh bien, en l'occurrence, c'est très inimaginable aujourd'hui. Et moi, je me rappelle la façon dont les médias audiovisuels traitaient la question palestinienne il y a 30 ans, c'était beaucoup plus équitable que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est quasiment que le point de vue d'Israël et des plus fanatiques qui est exprimé. C'est très rare, ça arrive encore de temps en temps, mais de moins en moins, qu'on donne vraiment la parole aux Palestiniens, qu'on donne un point de vue, ne serait-ce un tant soit peu équilibré. Je dis bien un tant soit peu équilibré. Donc, voilà. Mais je rappelle, je l'ai souvent dit, je le répète, aucun pays au monde ne pourrait se permettre de se
comporter comme le fait l'État d'Israël. Gaza, c'est un camp de concentration à ciel ouvert, c'est absolument abominable, sans subir ni sanctions diplomatiques, ni sanctions économiques, ni sanctions militaires. On le voit la Chine, la Turquie avec les Kurdes. Et pourquoi? Voilà, tout à fait, vous êtes voilà, tout à fait... eux sont un peu embêtés. Pourquoi l'État d'Israël n'est pas du tout poursuivi? C'est tout simplement parce que Yad Vashem est véritablement son garde-fou finalement, et le garant de son immunité et de son impunité. C'est évident, je veux dire. Et si on a l'amour de la vérité, qu'on a le courage de le dire, il faut le dire parce que c'est la vérité. Il ne faut pas chercher plus loin, je veux dire. C'est absolument évident. Vous voyez ça un peu comme un bloc uni, même si ce sont des choses peut-être un peu distinctes entre talmudisme, sionisme et, excusez du néologisme, shoatisme et tout ça. Vous avez tendance à penser que toutes ces filières finalement participent d'un même combat. Oui, je pense qu'elles se rejoignent et de toute façon elles visent toujours la même domination communautaire. Moi je constate quand même, si vous voulez, que plus les années passent, plus la situation s'aggrave. J'ai souvent eu l'occasion de dire que par exemple, étant moi-même de 1972, j'ai été dans les collèges et lycées dans les années 80 et moi je vous assure qu'à l'époque, il n'y avait pas quand même à ce point dans l'école publique, ni dans l'école privée sous contrat, je dirais une telle judéocentrie, si vous voulez. Et il n'y avait pas... quasiment pas, en tout cas moi dans les écoles que j'ai fréquentées, en tout cas j'en ai pas le souvenir, de culte locaustique comme on l'a connu. On n'a pas été faire des pèlerinages ni au Struthof ni à Auschwitz, on n'a pas eu à regarder les 9h30 du film Shoah de feu Claude Lanzmann, on n'a pas eu des déportés qui sont venus porter la bonne parole, en l'occurrence la mauvaise parole. Je veux dire, moi je n'ai pas eu ça. Alors qu'il y a 10 ans, moi j'ai connu. Oui, je pense que vous l'avez connu. C'est là où on voit la différence de génération. Années génération. 80 voire 90. Non mais ça, moi je m'en suis vraiment rendu compte du changement lorsque Jean-Marie Le Pen a été au second tour de la présidentielle le 21 avril 2002, et là que j'ai vu le soir même, et là j'ai dit vraiment le matraquage, le bourrage d'esprit des crânes fonctionne à merveille, si j'ose dire. C'est quand j'ai vu qu'il y avait des foules dès le soir même à Paris et dans un certain nombre de villes de province, et de jeunes et de très jeunes, etc., de jeunes gens et de jeunes filles qui souvent n'avaient pas encore 18 ans, n'étaient pas en âge de voter souvent, mais qui évoquaient la Shoah, l'histoire, souviens-toi, 1933, etc. Donc vraiment, ils étaient vraiment parfaitement judéo-serviles, si j'ose dire, déjà. Ils étaient parfaitement... Là, on voyait vraiment les gens qui étaient parfaitement formatés pour pouvoir faire, on leur dit de faire. Vous savez, hein, on dit au chien de faire où il doit faire, et là, je pense que ces gens-là auraient fait où on leur dit de faire. Et donc, voilà, je veux dire. Donc, leur petite crotte choatique, je veux dire, en fait... ils l'ont déposé, si j'ose dire, dès le soir du 21 avril, voilà. Donc voilà, si j'ose dire. Et ça a duré pendant toute la quinzaine de la haine, etc. Ce qui fait que c'était une infection, si j'ose dire, dans les rues de France. Pendant 15 jours, une infection pestilentielle choatique, voilà. Bon, avant les problèmes d'écologie et d'air. Donc voilà. Puis attention, il y a juifs et juifs, hein. Oui, il y a deux sortes de juifs. Il y a le juif assimilé et il y a le juif. Mais c'est pas du tout pareil. Le juif assimilé, si vous voulez, c'est n'importe quoi. Alors vraiment, c'est le genre de mec, il regarde l'Holocauste les pieds sur la table en bouffant du cochon pas cachère. Ouais. Il est infoutu de reconnaître le mur de Berlin du mur des Lamentations. Ah non, lui, quand il voit un mur, il joue au squash. Hein, Ces gens-là sont la honte des synagogues. En plus, ils n'auront même pas la chance d'être reconnus par les nazis lors de la prochaine. Le juif, lui, c'est complètement différent. Le juif se sent... Comment dire? Il se sent plus juif que fourreur, oui. Il renacle à l'idée de se mélanger aux gens du peuple non élu, en dehors des heures d'ouverture de son magasin, bien sûr.